Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part dans laquelle nous allons une fois de plus parler de plein de sujets intéressants et j'attends surtout vos réactions, vos avis et vos analyses en commentaire. Comme d'habitude, à chaque fois nous avons de riches échanges, donc n'hésitez surtout pas à commenter. Je vous invite également d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne et si vous voulez plus d'infos parce que vous venez de débarquer ici, n'hésitez pas à regarder tout simplement en barre d'infos, il y a pas mal de liens vers mon blog, vers les différents réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à regarder et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Après cette courte introduction, je voudrais commencer par une première actualité qui est l'annonce qui a été faite comme quoi 112 nouveaux emojis allaient apparaître sur nos téléphones. Alors, me direz-vous, en quoi cela nous concerne ? Alors, tout simplement, j'ai regardé par curiosité et surtout, l'un des titres, c'était bientôt un homme enceint sur, donc voilà, c'est un mot qui fait bizarre au masculin, mais bientôt un homme qui attend un bébé, quoi, sur ces nouveaux emojis. Donc, j'ai regardé à quoi ça ressemblait. Et effectivement, donc il y a plusieurs nouveaux emojis de différentes sortes, sur plein de choses. Et il y en a un certain nombre où l'on voit des hommes qui attendent des bébés. Donc pour ceux qui connaissent, donc évidemment je vous mets là les nouveaux emojis, je vous les mets en capture d'écran. Pour ceux qui connaissent les emojis sur les téléphones, il y a évidemment déjà, on voit une femme enceinte, on voit une femme qui allaite son enfant également. Mais pour ceux qui connaissent aussi, on voit que dans les différentes familles qui sont représentées, il y a 2 hommes ou 2 femmes ou... Enfin bref, il y a toutes les combinaisons possibles et différentes de couples et de familles. Et ça en devient vraiment ridicule. De même que les emojis, au bout d'un moment, avaient fait scandale parce qu'ils étaient trop blancs. Donc on avait ajouté à peu près tous les dégradés possibles de couleur de peau. De même, ça avait fait scandale parce que ça n'était pas assez inclusif, parce qu'il n'y avait que des personnes blondes ou brunes, ou je ne sais plus, mais bref, il n'y avait pas les roux qui étaient représentés. Donc, disons que si à chaque fois les minorités se plaignent et se sentent exclues d'un emoji qui est donc pour moi vraiment pas une caricature, mais si, c'est un emoji, c'est un dessin, enfin... Bon bref, si les gens commencent à se plaindre et à s'offusquer de ce genre de choses, on n'a pas fini parce qu'on sera toujours une minorité forcément dans un domaine. Dans ces cas-là, moi je vais me plaindre parce que je fais partie de la minorité qui a, je sais pas, les doigts de pied qui font telle longueur, les ongles qui ont telle forme. Moi j'ai une robe verte, mais celle qui est représentée dans les emojis, elle est bleue. Donc je me sens un petit peu exclue. Enfin bref, vous voyez, ça peut vraiment aller très loin. Et en même temps, donc c'est à la fois ridicule et à la fois c'est vraiment représentatif de ce qui se passe dans notre société. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Et c'est là qu'on voit que la subversion et le travail de lavage de cerveau, ça je vous en ai déjà assez souvent parlé de ce concept entre guillemets de lavage de cerveau, que ce soit dans mes articles ou mes podcasts, pour plein de sujets différents. Je vous dis, méfiez-vous, il y a un lavage de cerveau permanent qui arrive. Et quand on pense lavage de cerveau, peut-être que vous pensez par exemple à des passages du roman 1984 d'Orwell par exemple, où dans ce roman, dans cette fiction, le lavage de cerveau se fait notamment avec des micros qui parlent en permanence, vous voyez, des messages qui passent en permanence. Alors bien sûr, il y a cette forme de lavage de cerveau puisque sur les plateaux télévisés, par exemple, pour ceux qui regardent la télévision ou certaines émissions, ou rien que les informations, par exemple, ce sont toujours les mêmes nouvelles sur toutes les chaînes, traitées quasiment de la même façon. Et ce sont les mêmes choses que l'on entend partout. Donc ça, évidemment, c'est la forme de lavage de cerveau, j'allais dire, la plus évidente. Mais après, il y a aussi ce lavage de cerveau qui est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus vicieux et qui se retrouve dans entre guillemets, des petites choses comme les emojis sur les téléphones ou certaines choses que l'on trouve dans les magasins, sur les étiquettes, etc. Vous voyez, ça va dans tous les petits domaines, même les choses qui nous semblent les plus anodines. Et donc c'est là que l'on voit qu'il est important que nos combats, que nos idées, nos convictions, nos valeurs, que nous les portions
où que nous soyons et que nous en soyons les porte-parole autant que possible, et que nous-mêmes tâchions vraiment d'être clairs par rapport à ce que nous acceptons et ce que nous n'acceptons pas. Je pense notamment à la théorie du genre. Il y a beaucoup de personnes qui, à raison, qui s'offusquent de cette théorie, qui refusent le fait, toutes ces affirmations, ces fausses affirmations qui voudraient nous faire croire que hommes et femmes sont pareils, hommes et femmes se valent, oui bien sûr, ils se valent, mais dans le sens que voilà, peu importe, ils sont interchangeables, il n'y a pas de différence entre les sexes, ni différence psychologique, voire même pas de différence physique, ni quoi que ce soit, tout ça ce sont des constructions. Et voilà, il y a des personnes qui évidemment s'offusquent de ces théories, mais qui après ont une attitude qui démontre le contraire, que ce soit dans leur choix de vie, dans leur choix vestimentaire, dans leur manière d'être, dans leur attitude, dans leur tenue, qui finalement font tout comme l'autre sexe, le sexe opposé, ou finalement, je ne suis pas d'accord, mais je fais tout quand même comme font les autres et tous les promoteurs de la théorie du genre. Vous voyez, donc voilà, l'occasion pour moi avec ces petites choses. Alors, je ne dis pas, je pense que c'est inutile de vous dire n'utilisez pas les emojis homme qui attend un bébé, mais c'est pas ça la question, mais ni même se dire bah tiens je vais boycotter les emojis, je n'en mettrai plus dans mes messages. Ça n'est pas trop ça, mais voilà, c'était plus pour vous faire prendre conscience que les combats sont vraiment s'insinuent partout, donc à faire attention. Autre nouvelle qui m'a vraiment surprise, qui était une colonne, alors le site s'appelle Feministoclick, le webzine, c'est le webzine en fait du site Oser le féminisme, ok j'ai compris, donc Oser le féminisme dont je vous parle assez souvent, et qui ont fait une tribune par rapport à l'IVG, donc à l'avortement, quand l'église catholique lance l'anathème. Et alors, Oser le féminisme, très souvent, fait un petit résumé de l'article sur sa page Facebook, et puis ensuite, il y a tout l'article. Et dans le résumé, c'est ça qui m'a interpellée, ils disent bien sûr que l'un des principaux ennemis des femmes, ils énumèrent les religions, l'église et sa cohorte de prêtres qui ont institutionnalisé la misogynie. Alors ça déjà je me suis dit mais rien que si elle s'intéressait à l'histoire, même si, rien que d'avoir lu 3 bouquins, elle se rendrait compte que c'est la religion catholique qui a réhabilité la femme, qui lui a redonné sa place. Ensuite misogyne, alors c'était quelle? J'aurais dû rechercher cette citation avant de commencer cette chronique, mais elle me vient seulement à l'esprit. Je ne sais plus qui avait dit drôle de religion soi-disant misogyne qui a pour figure presque la plus importante une femme, qui fait s'agenouiller les hommes devant une femme, puisque en parlant de Notre-Dame. Si je retrouve lorsque je ferai mon montage, je vous mettrai la citation exacte à l'écran. Mais tout ça pour dire que évidemment l'Église a redonné toute sa place et toute sa dignité à la femme. Notamment à travers la monogamie et plein d'autres choses. Pareil, il suffit de lire Régine Pernoud, La femme au temps des cathédrales, pour se rendre compte de cela et se rendre compte que tous ces espèces de clichés sur l'histoire ou sur l'Église sont totalement faux. Et donc première chose. Deuxième chose, et puis ne serait-ce que par exemple par rapport à la contraception, j'en avais parlé dans un autre podcast, mais donc l'Église interdit la contraception. Alors tout le monde va dire l'Église rétrograde, l'Église qui fait 3 pas en arrière, l'Église du Moyen-Âge et de je ne sais pas quoi, comme si le Moyen-Âge était une période horrible, bref. Et alors qu'au contraire, le fait d'interdire la pilule, la contraception, etc. c'est au contraire pour protéger les femmes. Et tout ce que je disais, notamment sur le fait que les femmes sous pilule étaient très souvent utilisées comme des objets de satisfaction sexuelle et qui n'avaient plus les hommes n'avaient plus aucun intérêt ni à prendre soin d'elles, ni à s'engager envers elles, et qu'elles devenaient de purs objets, de purs jouets. Donc vous voyez, ça c'est le genre de choses que l'on évite. Ou même le fait de demander la virginité jusqu'au mariage. Mais ça va à l'encontre de ma liberté, mais ça va à l'encontre de je fais ce que je veux quand je veux de mon corps.
d'un autre côté, ne serait-ce que d'un point de vue, si on enlève le côté moral et religieux et qu'on garde juste le bon sens, eh bien le fait de rester vierge jusqu'à son mariage, par exemple, ça évite le nombre, enfin ça éviterait un certain nombre d'avortements, de mères célibataires, de plein de problèmes que l'on rencontre dans la société actuelle parce que les filles justement font n'importe quoi et certains hommes aussi font n'importe quoi avant le mariage. Or que voilà, ça protège aussi l'enfant qui va naître dans un cadre stable, dans un couple stable qui s'est engagé l'un envers l'autre. Bon bref, je ne vais pas m'étaler sur tous ces sujets-là, mais bon, tout ça pour dire que c'est complètement absurde cette affirmation d'oser le féminisme. Et pour illustrer, elles prennent comme exemple, pour illustrer leurs propos de misogynie de l'Église, le fait que, apparemment, alors ça je n'avais pas été au courant, apparemment l'Église américaine, enfin une Église avec un petit E, avait refusé la communion au président actuel des États-Unis, Joe Biden, lui avait refusé la communion puisqu'il soutient l'avortement. Et dernière, donc ça j'y reviendrai juste après. Et dernière chose de leur petite bande-annonce là sur Facebook, avant de lire l'article en entier, c'est l'Église est et restera ultra conservatrice et ne fait que s'affirmer en tant qu'actrice du backlash anti-féministe, donc anti-femme. Donc pour elle, ça c'est ce qui m'a interpellée également, c'est si on est anti-féministe, c'est que l'on est anti-femme. Vous voyez, encore un raccourci, encore une phrase de culpabilisation, un raccourci pour vous faire passer pour un monstre, et ça je l'ai dit assez souvent, ça c'est vraiment une méthode féministe pour essayer de clouer le bec à tous les opposants et tous ceux qui ne veulent pas adhérer à cette idéologie. Alors ils expliquent dans l'article, quand on le lit en entier, que justement Joe Biden a annulé la décision de Donald Trump de priver de fonds publics les organisations qui facilitent l'accès à l'IVG pour les femmes, et en 2019, Biden s'était vu refuser l'accès à la communion dans une église américaine, alors même qu'il est catholique pratiquant et qu'il assiste à la messe tous les dimanches. Peut-on être catholique, pratiquant, assister à la messe tous les dimanches? C'est très bien, bravo à lui. Il y a déjà beaucoup de catholiques qui ne pratiquent pas, ce qui est également une absurdité, ou beaucoup de catholiques qui se disent pratiquants mais qui ne vont pas à la messe tous les dimanches, donc ok, soit. Mais peut-on se dire catholique et être favorable à l'avortement et au meurtre de tous ces innocents? Eh bien non, bien évidemment, ça n'est pas compatible, donc évidemment qu'on doit refuser la communion à toutes les personnes qui publiquement sont favorables à l'avortement d'une façon ou d'une autre. Et ce que je trouve assez choquant tout au long de l'article, c'est qu'en fait elle juge la position de l'Église, j'allais dire sans comprendre tout ce qu'il y a derrière, ou comme si elles avaient leur mot à dire dans ce qui se passait dans l'Église, mais c'est plus dans le sens, c'est vraiment, oh là là, c'est bête, c'est conservateur, oui, il n'y a pas vraiment d'argument. Alors autant dire, par exemple, le fait de dire oui, l'Église devrait autoriser l'avortement, c'est une chose, mais dire c'est dingue que l'Église refuse la communion à quelqu'un qui est contre l'avortement, enfin qui est pour l'avortement, je trouve ça assez, bon, je sais pas, pour moi ils sont quand même mal placés pour critiquer une décision de l'Église ou ouais, c'est ça. Donc voilà, elle parle de l'anathème aussi. Pour moi, la définition qu'elle donne n'est pas très exacte. Notamment, elles disent que c'est donc une très ancienne arme de l'Église catholique. Sachant que quand elles disent Église catholique, elles ne mettent pas de majuscule à Église. Normalement, quand on parle de l'Église, le bâtiment, c'est un petit E, et quand c'est l'Église, l'institution, c'est un grand E, mais passons. Donc elles disent que l'anathème, c'est une sentence de malédiction contre une personne jugée hérétique. Alors j'ai un peu du mal avec le mot malédiction, ceci dit, après je ne suis pas théologienne, donc peut-être que c'est la bonne définition, mais donc effectivement, on jette l'anathème à Biden, et il n'a pas il a tort. Normalement, effectivement, le fait d'avorter ou de soutenir l'avortement, c'est un péché qui, de facto, il me semble, corrigez-moi en commentaire ceux qui savent, mais de facto, ça excommunie. Elle reparle de Vatican II, des évêques de France qui sont contre l'avortement. Ces paroles scandaleuses d'un autre âge montrent que l'Église n'a pas changé et qu'elle reste
ultra conservatrice et tente de garder toute son emprise sur la société civile et en particulier les femmes et les filles. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église et tout ce qui se passe dans l'Église à l'heure actuelle, je pense que vous serez d'accord pour dire que non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe, en tout cas là, j'allais dire voilà, dans l'Église qui est actuellement à Rome, on va dire, pour simplifier. Mais voilà, donc ça montre qu'elle connaissent encore moins ce qui se passe en réalité, etc. L'Église n'a pas changé, mais pourquoi l'Église devrait-elle changer? On n'est pas des féministes, on n'est pas des girouettes. Hein. Quand il y a une loi, ça n'empêche pas certaines évolutions, voilà. Mais quand il y a des lois qui relèvent du bon sens, qui relèvent de la morale naturelle, mais ce sont des principes immuables qui n'ont pas à changer. Ce sont des choses qui vont rester en vigueur tout le temps, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Ah oui, ce qui m'a fait un peu sourire, c'était... Elle parlait des associations, dans cet article, des associations contre l'IVG, notamment SOS Tout Petit et Laissez-les vivre. Et elle parle de l'action des anti-IVG qui devient violente physiquement. Ils investissent les services dans les hôpitaux où ils s'agenouillent et prient ostensiblement. Ah, c'est ça, être violent physiquement, pardon. Mais écoutez, la prochaine fois, je ne m'agenouillerai pas, je ne me mettrai pas à genoux. Tous ceux qui se sont mis à genoux pendant les Black Lives Matter, bah écoutez, vous avez vraiment été très violents. Bon bref, et insulte les usagères du service. Bon, ça pour le coup, si c'est vrai, effectivement, ça n'a pas été fait. Mais... Ah non, d'accord, j'ai compris pourquoi elle disait la violence. Vont jusqu'à agresser les personnels soignants et à briser du matériel médical. Alors, ceci dit, bon, ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ceci étant dit, j'avais déjà vu un article où il parlait de violence, des anti-IVG, et en fait, la violence, c'était simplement que le docteur, dont le nom m'échappe, mais qui est très connu, et vous saurez me redire en commentaire... qui a lutté toute sa vie, qui est décédé récemment, qui a lutté toute sa vie pour protéger les enfants, les tout petits, docteur Dor, D-O-R, et une des violences dont on l'avait accusé, et il avait été au tribunal pour ça, c'était d'avoir donné à des femmes qui allaient avorter des petits chaussons tricotés de nouveau-nés. Et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il avait été condamné pour cela. Donc, bon, vous voyez, quand on dit ils agressent, etc., peut-être que c'est vrai, hein, je ne dis pas le contraire, mais ceci dit, à traiter avec prudence ce genre d'informations. Voilà, il parle de la conférence Jérôme Lejeune. Enfin, il y a une espèce d'amalgame qui est fait, mais c'est assez l'opus dei. Enfin bon... Le pape, apparemment, François est beaucoup plus ouvert, mais quand même, les évêques pas trop. Ah, comme c'est drôle. L'Église catholique est un adversaire des femmes parties à la conquête de la maîtrise de leur corps. Vous voyez la formulation des phrases? Vous voyez comment c'est vicieux? Et c'est vrai, maîtriser son corps... des femmes qui partent à la maîtrise de leur corps, vous me dites ça, moi je dis c'est bien de maîtriser son corps, enfin c'est bien de le connaître, c'est bien de connaître son cycle, d'apprendre à avoir de la volonté, de maîtriser son corps dans le sens, mais c'est l'âme qui doit avoir l'ascendant sur le corps. Bon, on est corps et âme, mais voilà, c'est l'âme qui doit prendre, qui doit diriger le corps, etc. Enfin voilà, moi la phrase, vous voyez, hors de son contexte... c'est bien quoi de partir à la maîtrise de son corps, mais en fait maîtrise de son corps c'est avorter, mais c'est pas ton corps, c'est celui d'un bébé déjà, et puis même si c'était ton corps, bon bref. Donc voilà, c'est assez... la misogynie instituée par la religion doit être fermement combattue, enfin... Il n'y a pas de religion qui honore plus les femmes, qui leur donne plus leur place, et notamment avec l'exemple de la Sainte Vierge. Après, honorer les femmes et leur donner une place d'honneur et les respecter, etc., ça ne veut pas dire les rendre féministes, et heureusement, parce que, pouf, il y en aurait beaucoup des malheureuses, n'est-ce pas? Et autre, alors je l'avais mise où, cette autre information d'oser le féminisme, je vous la retrouve tout de suite, j'ai pris une capture d'écran. Ah oui, alors je n'ai pas lu l'article, mais en fait c'était pas un article, c'était une publicité pour un ciné-débat sur le droit à l'IVG, et ça n'est pas la première fois, c'est vraiment mais tout le temps que je vois cette phrase, et ça revient très souvent dans les médias.
En 2021, le droit à l'avortement en France et dans le monde entier est loin d'être définitivement acquis. Et là, il y a cette fameuse citation de Simone de Beauvoir que je vous lis tout de suite. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante votre vie durant. J'ai vu et lu cette phrase un nombre incalculable de fois. On nous la ressort tout le temps, comme une espèce de, un peu d'épée de, un peu comme pour nous faire croire qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de chaque femme, au-dessus de chaque pro-IVG. Et comme si, ça va un peu dans le même sens que la victimisation des femmes qui sont en permanence malheureuses, victimes, prêtes à se faire agresser, etc. Et on a l'impression, vous voyez, que si je vais descendre ma poubelle, je risque de mourir, quoi. Bah oui, certaines femmes dans certains quartiers, malheureusement, mais je veux dire la majorité des femmes, probablement pas, et heureusement. Et là, c'est un petit peu pareil avec l'avortement, c'est tout le temps nous bassiner avec cette phrase de Simone de Beauvoir et de dire n'oubliez pas, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Comme s'il y avait une menace permanente et qu'il fallait faire attention. Et quand j'ai lu cette phrase tout à l'heure et que je suis tombée dessus, je me suis dit, mais en fait, pendant la crise sanitaire de ces 2 dernières années, ou presque 2 dernières années, en fait, l'avortement, en tout cas en France, une des premières choses, c'était il faut absolument prolonger, et j'en avais parlé dans une chronique d'actualité, il faut prolonger le délai dans lequel on a le droit d'avorter pour les femmes, donc je ne sais plus, ça avait été prolongé de quelques semaines, pour que justement les femmes qui avaient des difficultés à se rendre dans un hôpital, ou alors si les hôpitaux étaient surchargés, etc., ou faisaient passer d'autres opérations en priorité, que les femmes soient encore dans les bons délais pour avorter pour celles qui le souhaitaient. Et c'était une des premières mesures qui avait été prise, qui avait été d'autant plus choquant. Enfin, on se demande vraiment où sont les priorités. Et je me dis, là en l'occurrence, c'était une crise, on peut dire, à la fois un peu économique et médicale, entre guillemets, et enfin sanitaire. Et une des premières choses, c'était attention, il faut surtout que les femmes puissent continuer à avorter. Donc moi je veux bien l'histoire de n'oubliez pas qu'il suffira d'une crise, enfin je demande quand même à voir. Je trouve ça vraiment ça fait encore partie des phrases qu'on nous ressort tout le temps et une fois de plus les femmes se sentent tout le temps menacées en permanence et l'article que je viens de vous lire le dénote bien. Pour terminer cette chronique d'actualité, les tenues, on peut parler des tenues du Met Gala. Bon ça va être un peu pour rigoler et en même temps c'est tellement déprimant d'une certaine façon. Donc le Met Gala, c'est un gala de charité, enfin pour faire des levées de fonds aux États-Unis qui a lieu chaque année. Et on y voit toujours les tenues les plus extravagantes. Alors autant par exemple sur les tapis rouges du style à Cannes ou d'autres styles d'autres cérémonies de ce style aux États-Unis ou en France. Parfois, il y a des tenues sur le tapis rouge qui sont, qui sortent un petit peu du lot, on va dire. Mais le Met Gala, c'est vraiment plus ou moins un gala de mode aussi. Enfin, c'est autour d'une fondation sur les costumes. Et donc, c'est vraiment l'endroit où vraiment quasiment tout le monde est très, très, très extravagant. Et il y a un thème qui est donné chaque année. Là, c'était un thème, c'est pas très clair pour moi, donc je saurais même pas vous le réexpliquer. Mais quand j'ai vu les photos, oh là là. Alors déjà, beaucoup de femmes sont indécentes. Enfin, c'est même pas beaucoup, mais c'est quasiment toutes. Et toutes sont excentriques, mais vraiment d'une façon... c'est là qu'on voit que l'élégance, justement, demande un peu de... pas de modestie, mais de sobriété. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des goûts un peu spéciaux, qui ont un sens de la mode assez aiguisé, qui vont oser quelque chose, vous voyez, d'un peu plus coloré, d'un peu plus original. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est poussé trop loin, en fait, on bascule d'un autre côté et on ne peut pas être élégant ou élégante. Donc la première photo que je vous montre, c'est celle d'un chanteur, acteur, je ne sais pas, A$AP Rocky, qui porte une couverture, en gros, une couverture en patchwork. Une couette en patchwork, je dirais. Magnifique, au moins il n'aura pas froid. Rihanna, pas de commentaire, je vous laisse regarder les photos. Cara Delevingne qui porte un
Un quoi? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que c'est. Je crois que c'était censé être un peu une image comme un gilet pare-balles avec une insulte au patriarcat. Voilà. Et quand les journalistes lui ont demandé la signification, elle a dit « Ah, quoi? Je vais pas devoir vous expliquer quand même. Allez chercher vous-même. » Voilà, globalement, c'est ce qu'elle a dit. Voilà, beaucoup de photos, vraiment, c'est moche. C'est moche. Ah, il y a Lily Aldridge. Bon, ça va. Bon, très décolleté, mais ça va, c'est à peu près potable par rapport aux autres. Ah, ça va aussi. Du coup, il y en a... qu'au premier abord, j'aurais vraiment pas du tout aimé, ou j'aurais pas du tout trouvé ça élégant, mais à côté des autres, en fait, on se dit « Ah, mais en fait, ça va, c'est à peu près potable, ça. » Et... une autre que je voulais vous montrer, ah bah il y a elle évidemment, Kendall Jenner qui était vraiment quasiment nue. L'autre, comment elle s'appelle Ah, c'est pas Zendaya, mais son nom m'échappe. Le nom d'une autre actrice qui, pareil, était quasiment, enfin c'était une robe vraiment, ah bah voilà, Zoé Kravitz qui était dans une robe transparente. Horrible. Et surtout, où est-elle? Je la cherche. Elle est pas là. Kim Kardashian qui était dans une robe. Où est-elle? Ah bah je la retrouverai quand je vous ferai le montage. Kim Kardashian qui était dans une tenue entièrement noire et qui la recouvrait entièrement, y compris son visage. Donc il n'y avait même pas de trou pour les yeux ou pour la bouche ou pour le nez. C'était vraiment une cagoule. Enfin c'était une tenue. Je crois qu'on voyait ses mains quand même. De toute façon vous verrez avec l'image que je vous mettrai. Mais vraiment horrible, très sombre parce que c'est noir, mais sombre aussi un peu dans l'esprit, dans l'interprétation. Enfin, c'est vraiment étrange de s'habiller d'une telle façon. C'est là qu'on voit qu'il y a un petit peu tous les abus, c'est là qu'on voit que l'originalité poussée trop loin, c'est vraiment de la folie et c'est de la laideur, et on sombre vraiment dans un côté très dérangeant, très malsain. Et on voit aussi que les vêtements, évidemment, sont, encore une fois de plus, sont presque des vecteurs politiques, enfin des vecteurs de messages. Donc faisons attention à la façon dont nous nous habillons et aux messages que nous faisons passer à travers vos vêtements. Voilà ce que je pourrais dire pour conclure cette chronique d'actualité qui ne se finit pas par la plus belle note d'élégance, mais enfin ça sera peut-être pour la prochaine fois. N'hésitez pas à me soumettre vos actualités, les choses que vous voyez passer, parce que je ne vois pas forcément tout. Au moment où au moment où cette chronique sera publiée, je serai en plus en déplacement, donc voilà, pas forcément au fait de l'actualité et sans pouvoir forcément tout consulter. Donc n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer par mail ou autre sur les réseaux vos petites actus que vous voyez passer. Et ça pourra m'inspirer d'autres partages pour les prochaines chroniques ou les prochains podcasts. Voilà, merci à toutes pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer.